Un garçon noir dit au juge « Tu es ma mère ». Le tribunal retient son souffle. « Tu m'as quitté, pourquoi ?» C'est la question qui a plongé toute une salle d'audience dans le silence. Un garçon de 12 ans, jugé pour violation de domicile, a reconnu dans le visage du juge la femme qui l'avait abandonné il y a des années. Et là, devant les avocats, les témoins et les procureurs, il n'a pas demandé justice. Il a demandé à sa mère. Si vous aussi, vous avez l'impression de porter des blessures ouvertes que personne ne voit, si vous vous êtes déjà demandé où était Dieu quand vous aviez le plus besoin de lui, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant pourrait changer votre vie. Parce que parfois, Dieu parle là où nous l'attendons le moins, et guérit là où nous pensions qu'il n'y aurait que condamnation. Oh, et avant de commencer, plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Ici, chaque histoire est une blessure devenue cicatrice. Et chaque cicatrice porte un miracle. João avait 12 ans et avait le genre d'apparence qui le faisait paraître plus vieux que son âge. Ce n'était pas triste, c'était une habitude. Habitué aux portes qui se ferment, aux promesses faites à la hâte par ceux qui n'avaient jamais l'intention de les tenir, et aux pièces, aux murs trop bleus, comme si cela suffisait à distraire un enfant de l'absence de genoux. En ce mois d'août 2017, sous la chaleur étouffante, il s'est retrouvé devant un juge, accusé d'avoir cambriolé une maison à Moema. Le rapport mentionnait une tentative de vol, mais quiconque le regardait dans les yeux voyait que ce qu'il voulait ne rentrait pas dans un sac à dos. Ce n'étaient pas des objets, c'était une réponse. L'audience a eu lieu un matin où São Paulo semblait plus calme que d'habitude. João est arrivé, vêtu d'une chemise blanche, avec un ours en peluche brodé sur la poche, la même qu'il avait reçue de Dona Selma, la coordinatrice du refuge, où il avait séjourné pendant 7 mois. Selma a dit que cela portait chance. Il n'y croyait pas, mais il l'a utilisé quand même. Lorsqu'il s'est assis dans le box des accusés, il a regardé autour de lui, avec une inquiétude différente de celle de quelqu'un qui craint une punition. C'était comme s'il cherchait quelqu'un. Et puis il a vu. La juge Carla Silva est entrée dans la salle avec ses talons pointus, sa posture droite et son expression concrète. Mais ce qu'il a vu n'était pas cela. Ce qu'il vit était le visage du portrait qu'il avait tenu autrefois pendant des minutes, caché sous une couverture bleue. Ce même visage. La femme sur la photo. John n'a rien dit tout de suite. Il se tenait juste là, fixant Carla comme s'il essayait de confirmer si son cœur mentait ou non. Il avait déjà eu tort auparavant. Il pensait avoir vu sa mère chez une vendeuse de bijoux à la gare de Barra Funda, une autre fois chez une assistante sociale avec des fossettes sur le visage. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ça a fait mal. J'avais une douleur étrange qui ne venait pas de ma poitrine ou de mon ventre, mais d'un endroit plus profond, là où vit ce que nous n'oublions jamais. C'était elle. Il en était sûr. Ce qu'il ne savait pas, et personne dans la pièce ne le savait, c'est que Carla elle-même essayait, à ce moment précis, de comprendre pourquoi ce garçon la regardait comme ça. Carla était connue pour ne jamais trembler. Il a déjà ordonné l'arrestation d'un procureur qui a crié sur un accusé. Il a déjà bloqué un avocat célèbre pour avoir interrompu un témoin. Il a déjà fait la une des journaux pour avoir annulé un procès entier à cause d'une erreur de protocole. Mais ce matin-là, quelque chose a dérapé. Ce fut une seconde, presque imperceptible. Mais quiconque connaissait Carla et João, même sans le savoir, la connaissait, aurait vu le tremblement. Le stylo qui est tombé de la main, le soupir coincé entre ses dents, la façon dont elle ne pouvait pas regarder le garçon pendant plus de 3 secondes d'affilée. Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'elle a fait semblant de ne pas voir pendant des années. Mais maintenant, aux yeux d'un garçon en chemise blanche avec un ours en peluche dans sa poche, il faisait des ravages. Elle a essayé de diriger le public comme d'habitude. Il lut le dossier, demanda à la salle de garder le silence et regarda João avec la froideur de quelqu'un qui avait appris à séparer les questions personnelles des questions professionnelles. Mais
La vérité, c'est qu'il y avait quelque chose dans la façon dont ce garçon était assis, la façon dont il gardait les poings serrés, la façon dont ses yeux étaient fermes, même quand il avait peur, qui lui rappelait quelqu'un dont elle ne voulait pas se souvenir. Elle a essayé de l'ignorer. Il essayait de s'accrocher au protocole, au code pénal, aux phrases mémorisées. Mais tout le temps, au fond, une image insistait pour apparaître. Une chambre d'enfant, une lettre déchirée et une jeune fille de 18 ans aux mains tremblantes, alors qu'elle signait un papier qui lui ferait prétendre pour le reste de sa vie qu'elle n'avait jamais été mère. Carla a grandi dans une communauté fermée à Alto d'Alapa, avec des parents qui parlaient doucement, mais dont les mots faisaient plus mal que les cris. Lorsqu'elle est tombée enceinte de son petit ami du lycée, un garçon nommé Mauricio, qui a disparu dès que son ventre a grossi, elle a entendu de sa mère qu'il n'y avait pas de place pour les erreurs dans la famille Silva. Elle n'avait pas le choix. Elle a été placée dans une clinique discrète où personne ne la connaissait et repartit les bras vides et avec le silence imposé. Il n'a plus jamais abordé le sujet. Elle remplaçait chaque souvenir par un diplôme, puis une robe, puis une réputation qui la protégeait des questions. Mais ce jour-là, dans cette pièce, le passé n'a pas frappé à la porte. Il a fait irruption, s'est assis sur le banc des accusés et l'a regardé droit dans les yeux. João a écouté la première partie de l'audience comme s'il écoutait une conversation d'adulte sur une vie qui n'était pas la sienne. Ils ont parlé de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a essayé de prendre. Mais personne n'a demandé pourquoi. Personne ne se souciait du fait que la maison dans laquelle il s'était introduit par effraction était la même dans laquelle il était sûr d'avoir vécu lorsqu'il était encore bébé. Le souvenir était vague, une fenêtre avec un rideau jaune, l'odeur du pain au fromage et une vieille musique en arrière-plan. Mais c'était réel. C'était si réel qu'il le sentait. C'est pour ça qu'il est entré là-dedans. Ne pas voler, à retenir. Et maintenant, il était là, traité de délinquant. La voix du procureur fendit l'air comme un couteau, celle de Carla, encore plus. Mais à mesure que les mots passaient, une phrase commença à se former dans la gorge de John. Une phrase qu'il essayait d'avaler, de cacher, de faire taire. Mais ça faisait mal, c'était comme s'il y avait des épines. Et plus je regardais cette femme, plus les épines se transformaient en cris. Il regarda autour de lui. Personne n'attendait rien de lui. Il décidait déjà de tout pour lui. Jusqu'à ce que, dans un silence soudain entre une question et une autre, il se lève. Les mains tremblaient, yeux larmoyants. Et puis il dit, d'un ton qui ne semblait guère provenir d'un enfant, « Tu es ma mère ». La phrase est tombée à travers la pièce comme un éclair. Les dossiers ont été fermés lentement. Un agent de sécurité toussa. Le procureur s'est figé. Et Carla a arrêté de respirer pendant 2 secondes entières. Carla a essayé de garder le contrôle. La première réaction a été de nier. Elle pensait que c'était peut-être une coïncidence, une taquinerie ou le fantasme d'un garçon dans le besoin. Mais il y avait quelque chose dans ce regard qui était impossible à réfuter. C'était le même regard qu'elle voyait dans le miroir quand elle n'était encore qu'une fille, essayant de comprendre pourquoi le monde exigeait tant d'elle. Les mots « Tu es ma mère » résonnaient encore dans la pièce comme si le temps s'était arrêté. Elle s'éclaircit la gorge, rangea ses papiers et dit d'une voix tremblante, mais essayant de paraître ferme, que ce n'était pas le moment pour ce genre de conversation. C'était juste comme ça, tout le monde le savait. Et John en savait plus que tous les autres. Il n'a pas reculé. Au lieu de cela, il s'avança avec un courage qui semblait emprunté à toutes les années où il avait dû être fort. « Je t'ai reconnu. J'ai vu la photo. C'était toi, la fille au chemisier rouge, les cheveux attachés. Je me souviens de ton odeur. Je rêve de ce visage depuis que j'ai 7 ans. » À chaque mot, Carla sentait la structure autour d'elle s'effondrer, centimètre par centimètre. Ce n'était pas seulement un procès, c'était une phrase contre le silence qu'elle avait construit. Ses yeux commencèrent à pleurer, mais elle le cacha, en passant sa main sur son visage, comme si elle ajustait ses lunettes qu'elle ne portait même pas. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a voulu s'enfuir de là. Ce qui n'était autrefois qu'un cas parmi tant d'autres est devenu profondément silencieux.
presque sacré. Les yeux des personnes présentes commencèrent à se déplacer de Carla à João, de João à Carla, comme s'ils essayaient de reconstituer un puzzle qui avait toujours été devant eux, mais qui n'avait de sens que maintenant. Le défenseur public, un homme petit et toujours distrait nommé Léo, ouvrit la bouche pour intervenir mais en fut incapable. La procureure, qui jusque-là semblait soucieuse d'une condamnation exemplaire, baissa les yeux comme si elle avait compris qu'il y avait là quelque chose de plus grand que la lettre froide de la loi. Un stagiaire au fond de la salle a enlevé ses écouteurs, et même l'huissier a arrêté d'utiliser son téléphone portable. John continua à parler. « Tu m'as abandonné dans un refuge le 22 novembre 2005. Je suis né à l'hôpital San Vicente. J'avais un bracelet au pied avec le prénom João Miguel. Dona Rosa, ma mère adoptive, a dit que la femme sur la photo avait beaucoup pleuré, mais qu'elle était partie sans se retourner. C'était toi, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, Carla n'en pouvait plus. Il posa le stylo, repoussa sa chaise et se leva, presque comme s'il était sur le point de s'évanouir. Un assistant s'est précipité vers elle, mais elle a simplement levé la main pour demander de l'espace. Je n'ai rien dit. Elle fixait simplement le garçon devant elle, et pour la première fois, avec des yeux qui n'appartenaient pas à un juge, mais à une femme qui portait un secret trop lourd depuis trop longtemps. L'esprit de Carla commença à s'emballer, comme si elle essayait d'atteindre quelque chose qui avait été laissé derrière elle, à une époque où elle n'était encore qu'une adolescente effrayée par un test positif en pharmacie. Il se souvenait du jour où il était assis sur le lit de sa chambre et entendait sa mère, sans le regarder dans les yeux, lui dire que tout serait résolu discrètement. Il se souvenait de la lettre qu'il avait écrite et qu'il n'avait jamais remise. Il se souvenait de l'envie absurde de dire non lorsqu'on lui avait donné le formulaire d'adoption, mais il ne l'a pas dit. Il ravala son cri. J'ai enterré la douleur. Et nous sommes passés à autre chose. Ou pensait qu'il avait suivi. Parce que maintenant, en voyant ce garçon devant elle, le temps semblait lui facturer chaque pas qu'elle prétendait ne pas faire. João, lui, sentait son cœur battre comme un tambour dans la poitrine d'un oiseau. Mais il n'a pas reculé. Il était pâle, mais ferme. Selma du refuge a déclaré que parfois la vérité fait mal avant de guérir. Il ne savait pas si c'était vrai, mais à ce moment-là, il avait besoin d'y croire. J'en avais assez de trouver des excuses pour l'abandon. Fatigué d'imaginer que sa mère était morte ou qu'elle avait été enlevée de force. Fatigué de porter sur votre dos une culpabilité qui n'a jamais été la vôtre. Il voulait juste comprendre. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» demanda-t-il à nouveau, plus doucement, la voix brisée. Cette fois, il ne l'a pas dit comme une accusation. Il l'a dit comme s'il demandait à quelqu'un de terminer une histoire qui était restée à moitié terminée. Carla s'est rassis, cette fois, plus lentement. Comme si les genoux avaient vieilli de 30 ans au cours des 5 dernières minutes. Le silence dans la pièce était si lourd qu'on pouvait entendre l'aiguille de l'horloge tic-tac au-dessus du crucifix sur le mur. Elle le regardait, non pas comme un juge, ni comme une femme forte, ni comme une fille de la famille Silva, mais comme quelqu'un qui a échoué. Il essaya d'ouvrir la bouche, mais seul un souffle sortit. « Je » commença-t-il, et il s'arrêta. Il prit une profonde inspiration. « J'avais 18 ans, John, j'étais une fille effrayée et personne ne me laissait choisir. » Elle baissa les yeux comme si elle avouait un crime. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, mais je l'ai enfoui si profondément que je pensais que ça ne reviendrait jamais. Et maintenant, te voilà. » Le procureur l'interrompit, ne sachant pas s'il fallait rétablir l'ordre ou échapper à l'inconfort. Il a déclaré que cela ne figurait pas dans les dossiers et qu'il n'y avait aucun moyen de prouver la réclamation du mineur. Mais personne n'a écouté. Le défenseur public, qui jusque-là semblait n'être qu'un simple employé de l'État, s'est levé fermement et a demandé que l'audience soit temporairement suspendue. Il y avait, a-t-il dit, un conflit d'intérêts évident et une situation qui méritait une attention émotionnelle et non juridique. Carla hocha la tête. Pour la première fois, elle a admis qu'elle n'était pas apte à juger cette affaire, car il ne s'agissait pas de juger. Il s'agissait d'écouter, et peut-être pour la première fois, d'être entendue aussi. La pièce se vida lentement.
Certains sont partis sans encore comprendre ce qu'ils venaient de voir. D'autres, les yeux pleins de larmes, retiennent leurs larmes comme quelqu'un qui retient son souffle sous l'eau. John est resté, Carla aussi. Le défenseur lui a demandé d'attendre dans l'antichambre avec Selma qui avait obtenu l'autorisation d'accompagner le garçon. Mais avant de partir, Carla se leva et demanda « Laissez-le ici, 1 minute, s'il vous plaît ». Il y avait une peur dans sa voix que personne n'avait jamais entendue auparavant. Une peur nue, pas de toge, pas de protocole, pas de bouclier. Juan regarda Selma et elle hocha la tête d'un petit geste. Alors il est resté, juste eux deux, mère et fils. Pour la première fois face à face, sans l'intermédiaire du temps ni du système. Elle tira une chaise et s'assit à côté de lui, si près qu'on pouvait entendre sa respiration superficielle, si près qu'elle pouvait sentir le savon à l'anis qu'il utilisait, le même que le refuge proposait depuis 2012. Carla ne savait pas par où commencer. Comment parler à un enfant que vous avez abandonné? Comment mesure-t-on l'ampleur d'une telle absence? John, par contre, ne voulait pas de belles paroles. Je voulais la vérité. Puis il demanda à nouveau, la regardant droit dans les yeux, « Voulais-tu que j'existe ?» Et cette fois, elle ne s'est pas enfuie. Il déglutit difficilement et dit d'une voix étranglée mais sans hésitation, « Oui, je ne savais simplement pas me battre pour toi, et personne ne m'a appris à essayer. » John resta silencieux pendant un moment, comme quelqu'un qui mâche la réponse avant de l'avaler. Il voulait se rebeller, il voulait crier, il voulait demander pourquoi elle ne le suivait pas, pourquoi elle n'envoyait jamais de lettres, de signes, rien. Mais quelque chose dans ses manières parlait plus fort. L'œil rouge, l'épaule tremblante, le regret qui ne pouvait être exprimé par des mots. « Tu sais ce que je détestais le plus ?» demanda-t-il, sans toujours la regarder. « Noël, chaque année. Je détestais l'odeur du pain perdu, car c'était le moment où les autres garçons recevaient de la visite, et je restais assise là, à faire comme si de rien n'était, comme si je ne me souvenais même pas d'avoir une mère. Mais si, toujours. » Carla a mis sa main sur son visage, mais elle n'a pas pleuré comme dans les films. Elle pleurait comme pleurent les grandes personnes, en silence, petit à petit, sans scandale, le menton tremblant. J'ai passé de nombreux Noëls à me demander à quoi tu ressemblerais, a-t-elle avoué. S'il avait encore les cheveux rasés, s'il aimait le football, s'il mangeait vite comme quand il était bébé. Mais je m'interdisais d'y penser trop longtemps, parce que ça faisait mal. Elle se pencha un peu à la hauteur de ses yeux. Tu as raison d'être en colère. Je le suis aussi contre moi-même. Mais, si tu me le permets, j'aimerais essayer de te connaître. Aujourd'hui. Pas en tant que juge, pas en tant qu'accusé, en tant que mère, si tu veux. John n'a pas répondu immédiatement. Il fixait ses mains comme si elles étaient gravées sur elle toutes les fois où il avait dû grandir trop vite. Chaque callosité, chaque ongle rongé, chaque égratignure due à une course pieds nus dans une cour qui sentait la moisissure. Il voulait dire oui. Je le voulais vraiment. Mais son oui avait un prix. Il ne pouvait pas se permettre de faire confiance facilement. « Vas-tu encore disparaître ?» Il a demandé. Non pas comme un défi, mais comme quelqu'un qui ne pouvait pas supporter un autre au revoir. C'était la question la plus simple et en même temps la plus cruelle que l'on puisse poser. Carla avait l'impression que le sol s'ouvrait. Mais il prit une profonde inspiration. « Non, John, je ne le ferai pas, même si je dois tout réapprendre depuis le début, même si tu ne m'appelles pas maman. » Selma, qui observait tout depuis la porte entr'ouverte, retenait ses larmes du bout des doigts. Cette femme avait vu des dizaines de réunions, dont beaucoup étaient frustrantes, certaines dangereuses, d'autres froides. Mais celui-là était différent. C'était comme si deux planètes qui tournaient dans des directions opposées depuis des années s'étaient croisées. Quand il est entré et a dit que les heures de visite étaient terminées, Carla s'est lentement levée. J'avais peur que ce moment se dissolve comme un rêve. John resta immobile. Selma lui tendit la main, mais il regarda Carla une dernière fois avant de partir et dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre si tôt. « Tu me dois un pain perdu. » Et puis il a souri. C'était petit, mais c'était la première. Cette nuit-là, Carla n'est pas rentrée directement chez elle. Il a fait un détour et a conduit sans but pendant près d'1 heure.
écoutant le bruit du moteur comme s'il s'agissait d'un métronome de sa propre culpabilité. Il est passé devant l'hôpital São Vicente. Il arrêta la voiture et resta là, observant l'entrée comme s'il fixait une vieille plaie encore ouverte. Elle se souvenait de l'odeur de la pièce, de la pression de sa mère pour ne rien dire à personne, de l'infirmière qui lui tenait la main pendant qu'elle pleurait doucement, sans faire d'histoire. Il se souvenait du cri de João quand il était né. C'était un grand cri, un cri de quelqu'un qui savait déjà que la vie n'allait pas être facile. Tout cela est revenu avec une force qui a brisé toute défense. Et pour la première fois, elle l'a laissé brûler. En arrivant à la maison, Carla regarda autour d'elle et réalisa à quel point tout y était parfaitement impersonnel. Les tableaux alignés, le canapé beige, les livres techniques classés par ordre alphabétique. Il n'y avait pas une seule photo d'enfance. Aucun souvenir en vue. La maison était le reflet exact de la vie qu'elle avait construite. Correcte, respectée et absolument solitaire. Elle s'assit sur le sol du salon, portant toujours ses chaussures, et appela la seule personne avec laquelle elle avait encore un lien de jeunesse. Myriam, son amie d'université, qui avait découvert sa grossesse, mais n'en avait plus jamais parlé. « Myriam, j'ai trouvé João », dit-il sans même dire bonjour. À l'autre bout du fil, le silence. Puis, une longue inspiration. « Et maintenant ?» a demandé l'ami. Carla ne savait pas. Mais je savais que je ne pouvais plus faire comme s'il n'existait plus. Le lendemain matin, Carla est arrivée au forum plus tôt que d'habitude. Mais il n'est pas allé directement dans sa chambre. Il s'est rendu au tribunal pour enfants et adolescents où les dossiers d'adoption ont été déposés. Elle a demandé l'accès au dossier médical de João. L'employé la regarda avec un mélange de respect et de curiosité, mais ne posa aucune question. Lorsqu'il a ouvert l'enveloppe, il a vu la confirmation de ce qu'il savait déjà. Le numéro du berceau, la signature de l'infirmière, le nom complet de la mère biologique, son nom. Il a pleuré à nouveau. Cette fois en silence, là, assise dans le fauteuil en cuir marron, avec le papier qui tremblait dans ses mains. Ce n'était pas juste un fichier, c'était la preuve vivante que le passé n'était pas mort. J'attendais juste le bon moment pour être regardé en face. De l'autre côté de la ville, John était toujours au refuge. Selma lui a préparé un petit déjeuner avec du pain chaud, du lait au chocolat et ce fromage à la crème qu'il aimait, même en dehors de la journée spéciale café. Il n'a rien dit sur ce qui s'est passé. Il a juste tendu le plateau avec un regard entendu, comme pour dire « Tu as été formidable ». João, pour la première fois depuis des années, mangeait lentement. Il savourait chaque bouchée. Il avait mal dormi avec des rêves confus, mais il s'était réveillé avec un sentiment étrange, une sorte d'espoir qu'il ne parvenait toujours pas à nommer. Il pensait à Carla. Il se demandait si elle reviendrait. Et contre toute attente, je la voulais de retour. Je voulais que cette femme, avec toute sa peur, sa dureté et son regard coupable, ne disparaisse plus. À 16h32 le même après-midi, Carla a arrêté la voiture devant le portail en fer du refuge. Elle portait un simple chemisier, pas de maquillage, pas de talons, pas de toge. La tenue la plus honnête que j'ai jamais portée. Son cœur résonnait comme un tambour désaccordé dans sa poitrine. Selma est venue l'accueillir. Les deux échangèrent un regard silencieux, comme s'ils s'étaient déjà parlé auparavant, simplement à travers leurs yeux. « Il est dans le jardin. Il joue au ballon avec les garçons », a déclaré Selma. Carla hocha la tête et s'approcha, sentant le bruit de ses pas résonner plus fort que le monde entier. Quand John la vit, il s'arrêta. La balle a continué à rouler toute seule jusqu'à ce qu'elle heurte un tronc d'arbre. Il n'a pas souri et n'a pas couru, mais il ne s'est pas enfui non plus. Il est resté là, en attendant. Comme je l'avais toujours fait, elle s'est approchée lentement. Il s'assit sur le banc à côté de lui, sans rien dire au début. Ils ont passé quelques minutes à écouter simplement les bruits dans la cour. Des rires, un chien qui aboie, le vent qui secoue la corde à linge. Et puis elle a dit « Je ne suis pas venue ici pour te promettre quelque chose que je ne puisse pas tenir. Je suis juste venue parce que pour la première fois, j'ai envie d'essayer. » Il la regarda de côté. Ses yeux étaient plus sérieux que ceux de nombreux adultes qu'elle avait pu juger.
Essayez quoi? Il a demandé. Carla prit une profonde inspiration. Être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, même si ça prend du temps, même si tu ne me pardonnes pas maintenant, même si tu ne m'appelles jamais maman, je veux juste être là, si tu me le permets. João regardait droit devant lui, comme s'il essayait de deviner l'avenir à l'horizon du mur gris. Au bout de quelques secondes, il répondit avec le naturel de quelqu'un qui n'a jamais eu beaucoup de place pour les fioritures. « Tu peux venir jouer avec moi demain. Les garçons te le permettent. » Ce n'était pas seulement une invitation, c'était un code, une façon de dire « je te donne une chance ». Carla retint ses larmes. Il hocha la tête. « J'apporterai mes baskets ». João esquissa un demi-sourire, un de ceux qui disparaissent vite mais qui laissent une trace. Puis il se releva, courut vers le ballon, le frappa violemment et cria à ses amis « Il y a de la visite demain, jouez franc jeu, d'accord ?» Et il s'est remis à jouer. Comme si j'avais 12 ans pour la première fois depuis longtemps. Cette nuit-là, Carla a rêvé de quelque chose dont elle n'avait pas rêvé depuis son adolescence. Il a rêvé du bébé João. Mais cette fois, contrairement au cauchemar précédent, il ne pleurait pas. Il riait dans une aire de jeu de sable, portant un t-shirt jaune avec un imprimé de fusée. Elle s'est réveillée avec les yeux humides, mais le cœur léger. Pour la première fois depuis des années, il sentait que le temps n'était pas seulement une punition, mais aussi une opportunité. Le lendemain matin, avant de partir pour le forum, il s'est arrêté dans un magasin de sport et a acheté une nouvelle paire de baskets. Puis il hésita. Il est revenu et a également récupéré un ballon de football, bleu avec des détails dorés. « Peut-être qu'il me choisira pour son équipe », murmura-t-elle en souriant pour elle-même. Et pendant une seconde, elle se sentit vivante. Les retrouvailles du lendemain n'étaient pas magiques. Personne ne s'est serré dans les bras en pleurant, ni ne s'est appelé mère ou fils, mais c'était réel. Carla est arrivée à l'heure convenue, avec ses baskets aux pieds et le ballon sous le bras. João a fait semblant de ne pas voir, mais après 2 mauvaises passes de ses coéquipiers, il l'a pointé du doigt et a dit « Elle est dans ton équipe, n'est-ce pas ?» Elle est entrée sur le terrain en riant nerveusement, en frappant le ballon maladroitement, en glissant sur le sable meuble. Et ils rirent ensemble, pour la première fois. Le match s'est terminé 5-4 avec un but de sa part, ou plutôt un demi-but après un rebond. Mais lors de la célébration, João a couru vers elle, a levé les bras et lui a tapoté le dos. « Joue bien, hein, ma tante ?» Et ils savaient tous les deux que « tante » n'était que le début. Après le match, ils se sont assis sur les marches à l'entrée de l'abri et ont bu du jus dans une brique, partageant un paquet de biscuits fourrés. João a dit qu'il détestait les mathématiques, mais qu'il était bon en sciences. Carla a déclaré qu'enfant, elle voulait devenir astronaute, mais qu'elle a fini par devenir juge. John a ri. Il est encore temps de changer. Et elle a répondu, peut-être que je suis déjà en train de changer. Le soleil se couchait lentement, peignant les murs en orange. La conversation était simple, un peu timide, pleine de pauses. Mais il y avait quelque chose là-dedans. Quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dit pour être ressenti. Quelque chose qui, malgré tout, semblait vouloir naître. Ce n'était pas une fin heureuse, mais c'était un début. Et parfois, cela suffit à lui seul pour que l'âme respire. Au cours des semaines suivantes, Carla a commencé à rendre visite fréquemment à João. Sans trop d'avertissement, sans aucun plan fou. Cela vient d'apparaître. Parfois, j'apportais des livres. D'autres fois, je restais simplement assis pendant qu'il jouait. Il n'a pas forcé les conversations. Il n'a pas demandé d'affection. C'était juste là, présent. Et cela, pour João, était plus rare que n'importe quel cadeau. Il a commencé à conserver les biscuits qu'il recevait à l'école pour les partager avec elle. Il a commencé à parler de l'école, des dessins animés qu'il voyait, et a même confié qu'il avait peur du noir, mais seulement un peu. Carla écoutait tout avec l'attention de quelqu'un qui essaie de mémoriser chaque détail. C'était comme assembler un puzzle à partir d'une image qu'elle n'avait jamais vue complète. Le refuge leur a permis de passer un dimanche à l'extérieur. Ils sont allés au parc Agua Branca. João a couru avec un cerf-volant et Carla a trébuché sur une souche en bois. Ils ont beaucoup ri.
Ils ont déjeuné de pastel au jus de canne à sucre et, en fin d'après-midi, ils se sont assis sous un arbre. Joan posa sa tête sur son épaule et s'est resté, sans rien dire. Carla n'a pas pleuré, mais à l'intérieur, c'était comme si le monde entier s'était adouci. Il pensait que tout aurait pu être différent, mais il a compris à ce moment-là que ce n'était pas une question de ce qu'il pouvait faire. Il s'agissait de ce qui pouvait encore être, et peut-être, juste peut-être, c'était ce que Dieu attendait d'elle depuis le début. Lors de l'audience de révision de l'affaire, Carla s'est déclarée incapable de continuer à exercer ses fonctions de juge. C'était la première fois qu'il reconnaissait une erreur devant le jury. Certaines personnes ont trouvé cela étrange, d'autres l'admiraient, mais elles ne se souciaient pas des regards. Ce qui importait, c'était qu'à l'extérieur de la salle, il y avait un garçon qui attendait avec un livre de science dans les mains, prêt à montrer ses devoirs. Et c'est sur eux qu'elle voulait se concentrer, pas au bureau, pas dans la peur, pas dans le passé, mais dans le présent, parce qu'il n'y avait qu'une chance de reconstruction, et elle avait déjà perdu trop de temps. 1 an plus tard, Joan n'appelait plus Carla maman. Mais parfois, sans m'en rendre compte, je disais « Carla est venue me chercher » ou « Carla vient avec moi ». Et un jour, alors qu'il tombait de vélo et s'égratignait le genou, il cria dans la cour du refuge « Appelle ma mère !» Et je n'ai même pas remarqué. Carla entendit de loin, courut et s'agenouilla à côté de lui. Je n'ai rien dit. Elle a juste passé sa main sur son visage, comme elle l'avait fait le premier jour où elle l'avait tenu dans ses bras. Et là, au milieu de la douleur, du sang et de la poussière, les deux ont compris ce qui n'avait jamais été dit. Tout abandon n'est pas éternel. Et parfois, il faut perdre l'amour pour savoir revenir. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.